Ce que Donald Trump vient de dire sur le Canada pourrait déclencher la plus grave rupture entre alliés occidentaux depuis des décennies. Il y a des moments dans l'histoire diplomatique qui ne se définissent ni par des accords signés, ni par des déclarations officielles, mais par des paroles prononcées sans filtre, sans calcul, et sans possibilité de retour en arrière. Ce que Donald Trump a déclaré depuis la salle de presse de la Maison-Blanche ne relève pas d'une simple maladresse diplomatique de plus dans une présidence déjà marquée par les provocations. Non. Il s'agit d'une rupture profonde. Une fracture dans l'architecture même des relations transatlantiques et nord-américaines, une rupture qui pourrait redéfinir les alliances occidentales pour toute une génération. Trump a qualifié le Canada d'« État client ». Il a décrit ce pays de 38 millions d'habitants comme un simple territoire administratif doté d'un drapeau. Il est allé encore plus loin en affirmant que, sans la protection militaire américaine, sans l'accès au marché des États-Unis, sans la patience de Washington, le Canada cesserait de fonctionner en moins de 6 mois. Selon lui, les Canadiens ne seraient rien de plus que des bénéficiaires de la générosité américaine, ayant confondu leur situation favorable avec une véritable souveraineté nationale. Ces propos ne sont pas des dérapages. Ils révèlent une vision. Une doctrine. Pour comprendre la gravité de ce moment, il faut revenir à une distinction fondamentale en relations internationales, celle entre les conflits d'intérêts et les conflits d'identité. Depuis plus de 18 mois, Washington et Ottawa étaient engagés dans une guerre commerciale classique. Droits de douane sur l'acier, l'aluminium, les produits laitiers, le bois d'œuvre, réponse canadienne mesurée, ciblée, secteur par secteur. Rien d'exceptionnel. C'est le fonctionnement normal entre puissances économiquement interdépendantes. Ces conflits peuvent être longs, coûteux, parfois douloureux, mais ils obéissent à une logique. Ils reposent sur des intérêts négociables. Il y a toujours un chiffre, une concession, un compromis possible. Parce que les intérêts économiques sont tangibles, on peut les ajuster, les échanger, les compenser. Mais le jour où Trump a cessé de critiquer la politique commerciale canadienne, pour remettre en cause l'existence même du Canada en tant que nation, tout a basculé. Il ne contestait plus un accord. Il contestait le droit de 38 millions de personnes à exister en tant que peuple. Et ça, c'est une ligne rouge. Parce que l'identité, contrairement aux intérêts économiques, ne se négocie pas. Il n'existe aucun compromis entre être une nation souveraine et être réduit à un territoire toléré par une puissance étrangère. Les stratèges appellent cela une guerre de dignité. Et ces guerres-là n'obéissent pas aux règles classiques. Elles ne se résolvent ni par des chiffres, ni par des accords. Elles se jouent sur quelque chose de beaucoup plus profond. La réaction du Premier ministre canadien Mark Carney, intervenu en moins de 90 minutes, mérite une attention particulière. Pas seulement pour ce qu'il a dit, mais pour la manière dont il l'a fait. Carney n'a pas élevé la voix. Il n'a pas menacé. Il n'a pas répondu sur le terrain émotionnel. Il a fait quelque chose de bien plus redoutable. Il a exposé des faits. Des faits précis. Vérifiables. Indiscutables. Un système bancaire canadien jugé plus stable que celui des États-Unis pendant 15 années consécutives. Une espérance de vie supérieure de plus de 3 ans. Un taux de mortalité infantile plus faible. Un taux d'homicide par arme à feu 4 fois inférieur. Un système éducatif régulièrement mieux classé dans les évaluations internationales. Ce choix stratégique est d'une intelligence remarquable. Répondre à une attaque identitaire par des données objectives, c'est refuser de jouer le jeu de l'adversaire. C'est refuser de descendre dans l'arène émotionnelle, là où la provocation domine.
Carney a ancré le débat dans le réel. Un terrain où la rhétorique ne peut pas rivaliser avec les faits. Il a construit un mur de données. Un mur que même une escalade verbale présidentielle ne pouvait franchir. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est passé à l'action. Annulation immédiate de 9 accords bilatéraux. Effet, minuit. Sans période de transition. Sans négociation. Ces accords concernaient des secteurs critiques, les marchés publics militaires, le commerce agricole, le partage des eaux des Grands Lacs et du fleuve Columbia, la gestion de 6 ponts et tunnels stratégiques reliant les deux économies. Chacun de ces accords avait nécessité des années de négociation. Chacun prendra des années à reconstruire. À cela s'ajoute une mesure choc, un tarif de 175% sur l'ensemble des produits agricoles américains entrant au Canada. Sans exception. Sans clause dérogatoire. Et surtout, l'activation de l'article 9 du Pacte de souveraineté démocratique. Une clause restée inactive pendant 23 ans, déclenchant des consultations immédiates avec 17 nations alliées. Rien dans cette réponse n'est improvisé. Chaque mesure révèle une préparation en amont. Une anticipation de l'escalade. Une stratégie prête à être exécutée sans délai. C'est de la gestion de crise à un niveau extrêmement sophistiqué. Mais le moment le plus marquant, celui qui restera dans les mémoires, n'est ni économique, ni juridique. Il arrive à la toute fin du discours. Après les faits. Après les annonces. Après les mesures. Carney s'arrête. Silence. 7 secondes. Puis il reprend la parole, avec une voix plus basse. Et il prononce 8 mots. 8 mots que personne n'avait préparés. 8 mots que personne n'avait validés. Nous savons qui nous sommes. Cela suffit. Ces 8 mots ont accompli ce qu'aucune sanction, aucun tarif, aucun accord annulé ne pouvait accomplir. Ils ne s'adressaient pas au marché. Ils ne s'adressaient pas au gouvernement. Ils parlaient directement aux individus. À 38 millions de Canadiens. Ils leur disaient une chose simple, vous n'avez pas besoin de la validation du président des États-Unis pour exister. Votre identité ne dépend pas de son approbation. Elle existait avant lui. Elle existera après lui. Et surtout, elle ne se négocie pas. La puissance de cette phrase repose sur sa simplicité. Elle ne contre-attaque pas. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle affirme. Et en politique comme en psychologie, une affirmation calme face à une attaque bruyante est presque toujours une position de force. Les effets de cette confrontation ont été immédiats. Et surtout, imprévisibles. En moins de 6 heures après le discours de Mark Carney, les chaînes de supermarchés canadiennes ont commencé à retirer les produits américains de leurs rayons. Pas à cause des tarifs, mais à cause des consommateurs. Individuellement. Spontanément. Sans aucune coordination. En Ontario, les ventes de vin américain ont chuté de 70% en une seule journée. En Colombie-Britannique, les produits frais américains ont reculé de 65%. Une distillerie du Kentucky, qui exportait 40% de son bourbon vers le Canada, a vu l'intégralité de son réseau de distribution disparaître en moins de 12 heures. Ce type de réaction ne relève plus de l'économie classique. C'est un phénomène émotionnel. Et une fois déclenchées, les réactions émotionnelles suivent leur propre logique et leur propre durée. Elles ne s'arrêtent pas avec un accord. Elles ne disparaissent pas avec une négociation. Elles persistent jusqu'à ce que l'émotion s'éteigne. Or, lorsque le président d'un pays qualifie le vôtre de « parking gelé avec un drapeau »,
cette émotion ne disparaît pas rapidement. Sur le plan militaire et infrastructurel, les conséquences sont tout aussi lourdes. Les accords annulés représentaient plus de 3,2 milliards de dollars de contrats de défense conjoints, notamment dans des domaines clés comme les opérations arctiques et l'aérospatiale. Ces capacités ne peuvent pas être remplacées immédiatement. Il faudra entre 3 et 5 ans pour que les États-Unis compensent ces pertes par leur production domestique. Mais le point le plus critique concerne l'eau. Les accords régissant le partage des eaux des Grands Lacs, du fleuve Columbia et de la voie maritime du Saint-Laurent n'existent plus. Le cadre juridique qui organisait les débits, l'hydroélectricité et le traitement des eaux pour des millions d'Américains a disparu. Pas suspendu. Pas renégocié. Disparu. Ce qui se joue ici dépasse largement la relation entre les États-Unis et le Canada. Désormais, 17 nations alliées s'apprêtent à se prononcer sur d'éventuelles sanctions collectives contre Washington. Si elles sont adoptées, il s'agirait de l'action économique coordonnée la plus importante jamais dirigée par des alliés contre les États-Unis eux-mêmes. Mais la véritable question est ailleurs. Elle concerne le précédent. Si les États-Unis peuvent qualifier le Canada des « États clients » sans conséquences majeures, alors aucun allié n'est réellement à l'abri. Si un président américain peut remettre en cause la souveraineté d'un partenaire du G7 et de l'OTAN, alors chaque nation se trouve à un discours près de devenir la prochaine cible. Les 17 pays concernés par le pacte de souveraineté démocratique en sont parfaitement conscients. Leur décision ne sera pas seulement économique. Elle sera stratégique. Et surtout, symbolique. Mais cette fracture ne se limite pas à l'international. À l'intérieur même des États-Unis, une ligne de rupture inattendue est apparue. Critiquer la politique commerciale canadienne divisait les Américains selon des logiques économiques. Attaquer un dirigeant comme Justin Trudeau crée une division partisane classique. Mais remettre en cause l'existence même du Canada comme nation a déclenché une fracture d'un tout autre type. D'un côté, ceux qui estiment que la puissance américaine impose le respect des alliés. De l'autre, ceux qui considèrent que cette puissance autorise Washington à dire n'importe quoi, sur n'importe qui. Les chiffres sont révélateurs, 62% des Américains ont jugé les propos présidentiels inacceptables. Même au sein du Parti républicain, 39% des personnes interrogées partagent ce constat. Étage 12 élus républicains ont publiquement critiqué non pas la politique, mais les mots eux-mêmes. Ce qui s'est produit ce jour-là ne pourra pas être effacé par un tweet, ni corrigé par un appel téléphonique, ni réparé par un nouvel accord commercial. Parce que Donald Trump n'a pas attaqué une politique. Il a attaqué une identité. Et comme l'a résumé Warren Buffett avec la clarté qui le caractérise, lorsque vous attaquez l'identité de quelqu'un, il n'existe plus de sortie simple. Les individus sont prêts à sacrifier de l'argent pour défendre leur identité. Ils peuvent renoncer à leur confort, à leur sécurité, parfois même à leur vie. Parce que l'identité n'est pas quelque chose que l'on possède. C'est quelque chose que l'on est. Pendant 18 mois, les États-Unis ont mené une guerre commerciale contre le Canada. Le Canada a répondu mesure pour mesure. C'était gérable. Aujourd'hui, une autre guerre a commencé. Une guerre de dignité. Et ces guerres-là n'obéissent à aucune logique proportionnelle. Elles n'ont pas de mécanisme automatique de désescalade. Et surtout, elles n'ont pas de prix acceptable pour la capitulation. Mark Carney a tracé une ligne. Ces 8 mots ont traversé les frontières, diffusés en 20 langues, entendus dans plus de 30 pays en quelques minutes. Et quelque part, dans les couloirs de la Maison-Blanche,
Certains comprennent peut-être déjà qu'une phrase improvisée vient de coûter à l'Amérique quelque chose qu'aucun tarif ne pourra jamais racheter, la confiance irréversible de son voisin le plus proche, son partenaire commercial le plus stratégique, et l'un des rares pays au monde qui n'avait jusque-là aucune raison de lui être hostile.